je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Je voudrais dire à chaque Togolais que nous sommes en guerre contre le système qui nous a réduits en silence et nous a réduits comme des esclaves pendant plus de 60 ans. Il y a un son que j'entends de plus en plus là au Togo, où on veut présenter toutes les manifestations populaires comme un montage de Paris et de ses satellites pour punir Faure Gnassingbé d'avoir soutenu Assimi Goïta, d'avoir soutenu Ibrahim Traoré, d'avoir soutenu Abdourahmane Tiani. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui nous allons faire un tour du côté du Togo où la situation actuelle inquiète plus d'un. Cette situation a débuté depuis la déclaration de Faure Gnassingbé en l'endroit de la jeunesse d'être une jeunesse qui agit sans réfléchir, et elle s'est intensifiée avec la réforme de la Constitution. Mais cela va au-delà des frontières togolais. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait du professeur Franklin Nyamsi et on revient après pour la conclusion. Alors, le peuple togolais maintenant est en lutte pour revendiquer sa véritable souveraineté. Quelle est la difficulté dans laquelle le peuple togolais se trouve aujourd'hui, dans cette lutte? Il y a 3 difficultés auxquelles le peuple togolais est confronté. Je commence par la première, la plus importante à mes yeux. C'est le refus des forces de défense et de sécurité du Togo de prendre parti pour le peuple. Les forces de défense et de sécurité togolaises continuent de soutenir la dictature et de persécuter le peuple. Comme si ces forces de défense et de sécurité ne voient pas que le système politique mis en place par le président Faure Gnassingbé va conduire à la ruine de leurs propres enfants. Les enfants des gendarmes, des policiers, des militaires togolais. Ils vivent dans le même Togo que Faure Gnassingbé conduit vers les pires convulsions sociales, économiques, politiques, culturelles, géopolitiques et géostratégiques. Mais comment ces hommes et ces femmes peuvent-ils continuer à exécuter des ordres de répression brutale, sauvage contre les populations, alors même que ce que les populations demandent, à savoir la redevabilité du pouvoir, la mise en place d'un système politique respectant véritablement leur souveraineté, c'est la condition pour l'amélioration de la vie de tout le monde. Donc, premier problème. Il y a un deuxième problème auquel le peuple togolais et son opposition sont confrontés. Mais c'est l'usure de la classe politique d'opposition. Parce qu'une bonne partie, voire la quasi-totalité de la classe politique de l'opposition, quand elle est vivante, et pas décédée comme par exemple notre regretté défunt, le docteur Agbé Omekodjo, père son âme, quand la classe politique togolaise n'est pas décédée, elle est faite de gens qui sont des recyclés de l'eyadémisme. Et c'est une maladie dont nous souffrons au Cameroun. L'opposition traditionnelle camerounaise est presque essentiellement constituée de créatures de Paul Biya. Créatures nouvelles, créatures anciennes. Et au Togo, on est dans une situation où il n'y a pas eu un renouvellement suffisant de la classe politique. Par conséquent, la confiance même du peuple envers les principales figures de l'opposition n'est pas une confiance inébranlable. D'autant plus que ces figures sont bien souvent la fabrication des officines du pouvoir. Ces figures ont parfois même été étroitement associées aux formes répressives les plus brutales du pouvoir envers le peuple. Voilà la deuxième difficulté. Comment renouveler le leadership dans une situation comme celle-là? Enfin, il y a une troisième difficulté de la lutte du peuple togolais aujourd'hui. Cette troisième difficulté, elle est de nature géopolitique et géostratégique. Le régime au pouvoir au Togo a tout loisir de dire que les contestations qui sont faites contre lui sont manipulées par le néocolonialisme, le colonialisme français, l'impérialisme occidental, parce que lui, ce régime, a soutenu la lutte légitime de l'AES, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il y a un son que j'entends de plus en plus là au Togo, où on veut présenter toutes les manifestations populaires comme un montage de Paris et de ses satellites pour punir Faure Gnassingbé d'avoir soutenu Assimi Goïta, d'avoir soutenu Ibrahim Traoré, d'avoir soutenu Abdourahmane Tiani. J'ai même vu qu'on s'est mis à fabriquer des fake vidéos dans lesquelles on donne la parole à M. Macron
et que M. Macron serait en train de menacer le président togolais Faure Gnassingbé de le renverser parce que Faure Gnassingbé n'a pas fait ses 4 volontés quand il a voulu que le Togo participe à la curée contre l'AES. J'ai aussi vu les démentis, même de RFI, dans la journée, pour dire que les vidéos dans lesquelles on fait parler Macron, comme voulant renverser Faure Gnassingbé, ce sont des fake news. La question c'est de savoir à qui ça profite. Qui fabrique ces fausses vidéos pour tenter de faire paraître Faure Gnassingbé comme étant désormais un anticolonialiste, un panafricaniste, un résistant notoire que Paris détesterait pour ça. Voilà une imposture. Mais une imposture face à laquelle j'observe que mes frères et sœurs de l'opposition togolaise n'ont pas lutté efficacement. Ils n'ont pas lutté efficacement parce qu'ils se sont contentés jusqu'ici, pour la plupart du temps, d'un discours moralisateur envers l'AES. En demandant à l'AES de lâcher Faure Gnassingbé, en demandant à l'AES de ne pas compter sur Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé est toujours un pion du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Une bonne partie de l'opposition togolaise n'a pas compris que les pays de l'AES jugent Faure Gnassingbé sur les actes et non pas sur les doctrines. En acte, il a donné le port de Lomé. Leurs marchandises entrent, leurs marchandises sortent. Pour des pays qui n'ont pas de littoral, c'est quelque chose de très important, c'est vital. En acte, il leur a permis de s'en sortir dans plusieurs mauvaises passes. Et évidemment, la capacité de l'AES à contrer la CEDEAO n'aurait pas été aussi efficace sans la relative bonne entente qu'il y a entre le Togo et l'AES. Mais c'est parce que le Togo est comme le couteau de l'AES, planté au milieu de la CEDEAO, que la CEDEAO a explosé. Regardez bien la carte géographique. Regardez bien la carte de la CEDEAO. Par quel endroit l'AES a coupé littéralement la CEDEAO? D'un côté, le Bénin, le Nigeria. De l'autre côté, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Sénégal. Par quel côté l'AES, grâce à une alliance stratégique forte, a planté son Takuba dans le ventre de la CEDEAO? C'est par le Togo. Donc il fallait que l'opposition togolaise travaille à renforcer les relations avec le bloc panafricaniste révolutionnaire. Et non pas à renforcer les relations avec les médias france-africains, avec le bloc néocolonialiste, qui de toutes les façons ne fera pas une politique différente de celle de Faure Gnassingbé. Quand on regarde la manière dont se sont positionnés les discours de l'opposition togolaise, ils se sont contentés de leçons de morale à l'AES. Non, il faut donner à l'AES des garanties. Pour que Faure Gnassingbé ne soit plus incontournable de l'AES, il faut que l'opposition togolaise donne à l'AES plus de garanties que Faure Gnassingbé. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants de l'opposition togolaise de trouver un moyen de conforter l'AES dans la certitude que, quel que soit le changement politique qu'il y a au Togo, il sera en sa faveur. Car si on voyait qu'un changement politique au Togo signifierait à nouveau, pour ainsi dire, l'incarcération de l'AES, qui n'a pas accès à la mer, à l'intérieur de ses frontières, au moment où l'OTAN renforce ses positions en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Bénin, renforce ses positions au Libéria, renforce ses positions en Mauritanie, au Sénégal, et même en Guinée-Conakry, eh bien l'AES verrait d'un mauvais œil ce changement politique au Togo. Un dirigeant qui serait davantage, bien sûr, pro-néocolonialiste français, davantage pro-impérialiste que ne l'est déjà Faure Gnassingbé, qui est lui-même déjà issu du néocolonialisme français et de l'impérialisme, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'AES. Donc voilà la troisième difficulté dans laquelle se trouve mon peuple, le peuple togolais. Première difficulté, l'armée et la police, qui ne veulent pas se ranger de son côté. Deuxième difficulté, l'absence d'un renouvellement de son leadership national. Donc en fait, l'absence de figure en qui le peuple a entièrement confiance pour mener la lutte. Et puis troisième problème, le cafouillage géopolitique.
permettant au gouvernement de présenter l'insurrection citoyenne comme une manipulation française. Il y a là 3 points sur lesquels le peuple togolais doit lutter. Et en tant que fils du peuple togolais, j'invite ce peuple à trouver des solutions à ces 3 problèmes. Le problème de la création d'un rapport de confiance avec ces forces de sécurité, c'est un problème que nous avons dans tous les pays où il y a des dictateurs. Comment amener l'armée à comprendre que son avenir n'est pas dans la dictature? C'est un vrai problème à résoudre. Je ne possède pas une baguette magique, mais je tiens au moins à faire prendre conscience du sérieux de ces problèmes. Deuxième problème, comment faire émerger des figures dont on sait qu'elles vont mener une politique en faveur de la libération africaine et non pas une politique ambiguë comme celle par exemple de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Troisième problème, comment rassurer l'Alliance des États du Sahel dont les intérêts géopolitiques et géostratégiques sont, qu'on le veuille ou non, liés au soutien que le régime de Faure Gnassingbé leur apporte. C'est extrêmement important. Au-delà de ces 3 problèmes, je tenais aujourd'hui à apporter ma solidarité au peuple togolais. Les déclarations et la modification de la Constitution par Faure Gnassingbé ont déclenché une colère rouge de la jeunesse. Depuis quelques jours à Lomé, les rues sont entravées par des barricades improvisées en bois et pneus enflammés, dressées par des centaines de manifestants exigeant le départ de Faure Gnassingbé après sa nomination en tant que président du Conseil des ministres, un poste jugé sans limite de mandat et qualifié de coup constitutionnel. Dès le 26 juin, l'armée et la police ont répondu avec une répression violente, tirs de gaz lacrymogène, usage de matraques, fouilles domiciliaires et interpellations massives. Certains quartiers restaient sous la surveillance de groupes d'hommes en civil, tentant de contrôler l'espace urbain. Des voix d'organisations de défense des droits humains ont rapporté que 7 personnes ont péri dans ces affrontements, leurs cadavres repêchés dans des plans d'eau à Akodesewa et Bay, alimentant l'indignation populaire. Face à cette répression, le peuple reste focalisé sur ses objectifs. Il réclame le changement, le départ de Faure Gnassingbé et la réaction de la CEDEAO. La population, et particulièrement la jeunesse, s'oppose fermement à ces restrictions. Organisée via les réseaux sociaux et relayée par des blogueurs et influenceurs, elle a appelé à une mobilisation renouvelée les 26, 27 et 28 juin, malgré l'interdiction des manifestations instaurées depuis 2022. Les forces de sécurité ont investi les domiciles, arrêté des dizaines de personnes. Certains observateurs estiment à une centaine les prisonniers politiques et contraint des journalistes à effacer leur prise de vue. Sur le plan institutionnel, le basculement vers la 5e République en mai 2025 a transféré l'essentiel du pouvoir exécutif à la figure de Gnassingbé, dans la peau d'un Premier ministre sans limite de durée, tandis que le président, désormais Jean-Lucien Kouassi de Tové, n'occupe qu'un rôle symbolique. Cette réorganisation est vivement critiquée comme la tentative d'ancrage à vie de la dynastie Gnassingbé, dans un climat régional déjà malmené par la dégradation démocratique. Face à cette escalade, la société civile, des partis d'opposition comme l'ANC et le FDR, ainsi que des collectifs indépendants de jeunes et d'artistes, réclament la libération immédiate des détenus politiques, la fin de la censure et des réformes constitutionnelles permettant un retour réel à la démocratie. Le refus de toute réponse réelle de la part des autorités nourrit une tension persistante, au risque d'une forte dérive dans les jours à venir. La population semble déterminée à continuer le mouvement, et même si des cohortes de manifestants se dispersent sous la pression des forces de l'ordre, de nouveaux rassemblements apparaissent sur les réseaux. L'équilibre reste fragile entre tentatives de maintien autoritaire du régime et pression insistante du peuple, marquée par la colère face au chômage, à la cherté de la vie et à l'absence d'avenir. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.